Job Radio présente Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Bienvenue dans ce programme, nous vous emmenons à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien, consultants IT, pilotes de service, managers cybersécurité, data scientist, architectes techniques, tous ces métiers recrutent actuellement chez NGIT. Un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. 3 nouveaux collaborateurs, comme d'habitude, du groupe sont à mes côtés en plateau et vont se présenter à tour de rôle. Et on va commencer par Isabelle. Oui, Isabelle Cazot, je suis responsable RH au sein d'NGIT. D'accord, on enchaîne avec Louis. Bonjour, Louis Giron, je suis data scientist chez NGIT depuis 2 ans et demi. Et puis Birama. Birama Traoré, donc responsable ligne de service Enterprise Service Management, en charge des centres d'excellence ServiceNow et Salesforce au sein d'NGIT. Merci en tout cas tous les 3 d'être présents sur ce plateau. Isabelle, responsable des ressources humaines, ça consiste en quoi concrètement chez NGIT? Puis quelles sont finalement tes différentes missions, tes périmètres d'intervention? Alors mes périmètres au sein d'NGIT sont la famille Agile Business Solutions, Network and Cybersecurity, Digital Workplace. Mon rôle essentiellement c'est d'être en conseil et en appui auprès de l'ensemble des collaborateurs d'NGIT et aussi de la ligne managériale. J'occupe plusieurs rôles également, les recrutements, la gestion des contrats de travail, les relations avec nos organisations syndicales, les projets de réorganisation, d'organisation, les projets transverses du SI. Je suis aussi en charge des relations sociales au sein d'NGIT, donc en appui avec mon DRH. J'ai en charge aussi toute la partie gestion de carrière et gestion des compétences de l'ensemble des collaborateurs, donc les accompagner dans leur développement de carrière. Et justement, qui sont tes différents interlocuteurs à toi, l'ensemble des collaborateurs? Alors, l'ensemble des collaborateurs, aussi bien sur la France que sur la Belgique, également les managers. Donc les journées sont bien remplies. Les journées sont courtes. Louis, toi tu es en poste donc depuis bientôt 2 ans et demi comme data scientist dans la branche donc digital d'Engie. Même question, en quoi consiste ton job au quotidien et quelles sont finalement tes différentes missions? Alors moi je travaille dans l'équipe Data Solutions. Donc l'objectif principal c'est d'apporter du support dans la stratégie data du groupe et dans l'implémentation de sujets data science et de data en général. Donc en fait moi j'interviens sur le programme Data at Engie depuis que je suis arrivé. Le programme Data at Engie c'est un programme au sein du groupe au niveau de la DSI et il vise à impulser la stratégie Data Driven Company d'Engie. Il est structuré autour de 3 piliers, Data Lake, collaboratif à l'échelle du groupe, le Common Data Hub, Common API qui travaille et qui gère l'index d'API, donc pouvoir communiquer avec la donnée, et Agora. Et donc moi je travaille sur le Common Data Hub, donc Data Lake collaboratif du groupe. Moi ce que je fais au quotidien, c'est un travail d'adoption de ce Common Data Hub. Je vais supporter les BU, je vais leur apporter du soutien, de la formation pour qu'elles viennent travailler sur le Common Data Hub. Ensuite je gère des projets data, aussi bien pour les BU que pour Data Solutions. Et finalement, j'implémente des projets divers et variés data depuis la phase de conception jusqu'à la phase d'industrialisation. Et si on parle de tes interlocuteurs, du coup, que ce soit en interne ou en externe? En interne, d'abord mes collègues au sein de Data at Engie. Donc toutes les équipes data engineer, data scientist, architecte, cloud, réseau. Et ensuite, pas mal de BU au niveau du groupe parce que j'ai en charge pas mal de projets qui sont faits avec ces différentes business units. Donc des interlocuteurs à l'échelle du groupe et puis quelques interlocuteurs externes. Donc pour des providers d'outils data, de transformation, de data engineering et de data science. Difficile aussi, j'imagine, de résumer une journée type. Oui, il n'y en a pas vraiment. C'est ça qui est cool dans notre job. Non, j'ai pas vraiment de journée type. Disons qu'en tout cas, ma journée, elle est rythmée par un daily. Donc tous les matins, on fait le point de situation sur ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire sur la journée avec l'ensemble des collaborateurs parce qu'on travaille dans une méthode agile. Ensuite, non, il n'y a pas vraiment de journée type. En ce moment, on travaille sur un projet assez structurant qui vise à fournir un performance cockpit, qui vise à fournir à la nouvelle direction un tableau de bord qui permet de piloter les activités financières opérationnelles d'Engie. Donc là, dans ce cadre-là, dans une journée, on peut aussi bien passer 3 heures à coder pour implémenter une solution de transformation de données ou 3 heures dans des réunions pour gérer les problèmes et les difficultés du projet. Comme pour Isabelle, finalement, les journées sont courtes et bien remplies. Oui, exactement. Je ne pouvais pas mieux dire. On poursuit avec Birama, Head of Enterprise Service Management. Tu nous expliques également en quoi consiste concrètement ton job au quotidien? Ça consiste à principalement amener de la transformation digitale au sein de nos business units. Business unit, j'entends bien sûr en fait nos métiers et à digitaliser un certain nombre de leurs processus. Je gère en fait 2 plateformes majeures de digitalisation de processus. ServiceNow, qui est principalement sur la digitalisation des processus RH, IT, facilities, etc. Et Salesforce, qui concerne tout ce qui est la gestion de la relation client.
Ça, c'est le centre d'excellence. C'est les 2 centres d'excellence. Justement, donc dans le cadre de tes différentes missions, toi, qui sont tes principaux interlocuteurs? Les principaux interlocuteurs, ça varie du tout au tout. Sur ServiceNow, on a un certain nombre de fonctions support, telles que l'IT, les ressources humaines, la partie gestion des services généraux, les achats, etc. Et sur la partie CRM, on a l'ensemble des métiers qui sont en relation au quotidien avec les clients d'Engie. Donc là aussi, j'imagine des journées bien remplies, différentes les unes des autres. Absolument. C'est ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est que les journées ne se ressemblent jamais. On peut commencer le matin par des problématiques autour du CRM, qui est de définir en fait un nouveau processus de gestion de la relation qu'on a avec nos clients au quotidien. Et de l'autre côté, on peut passer assez rapidement sur des problématiques IT qui sont liées à l'infrastructure, qui sont liées à la gestion des applications, à la gestion de notre base référentielle aussi, etc., etc. Alors là, tu viens de nous dire qu'effectivement, les journées ne se ressemblaient pas. Pour autant, qu'est-ce qui te plaît, toi, de manière générale, dans ton job, dans tes différentes missions? C'est la diversité, non seulement des projets, la diversité des interlocuteurs, la diversité des équipes de delivery avec lesquelles on interagit tous les jours, que ce soit les équipes techniques, les équipes fonctionnelles, les équipes qui sont au niveau métier. Moi, je trouve l'ensemble de ces échanges-là très enrichissants au quotidien. On apprend tous les jours. Isabelle, je te pose la même question. En tant que responsable ressources humaines, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ton job au quotidien? L'ensemble également de la diversité des activités, la diversité aussi au sein d'Engie IT, plus proprement dit, puisqu'on a quand même une politique d'entreprise extrêmement inclusive. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on recrute beaucoup de profils différents, des jeunes, des moins jeunes, mais tous avec des soft skills, bien sûr, qui sont communes. Par exemple? L'agilité, le travail en équipe, la transversalité, le sens de la relation client aussi qui est très important. Évidemment. C'est aussi le cœur de notre business. Complètement. Et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, notamment des softs. Louis aussi, je te pose la même question. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement, toi, dans ton job au quotidien? Disons qu'à l'échelle de Data Solutions, ce qui me plaît, c'est que la visée de Data Solutions, c'est comme le disait Birama en parlant de centre d'excellence, c'est d'être le centre d'excellence data du groupe et du coup de pouvoir apporter proactivement l'ensemble des réponses aux questions data du groupe. Donc ça me plaît vraiment de faire partie de cette aventure-là. Et puis à mon échelle, c'est de pouvoir combiner une approche très technique, donc résoudre des problèmes complexes, résoudre des problèmes sur des transformations de données ou des problèmes de prédiction, de machine learning que l'on fait au quotidien. Et puis l'aspect collaboration et échange avec les personnes, donc un aspect plus gestion de projet, un aspect tout simplement d'échange et humain, et donc c'est ça qui me plaît, combiner les deux. On va parler maintenant de votre formation un petit peu à tous les trois. Louis, je sais que tu es centralien, tu as étudié les mathématiques financières et ensuite c'était quoi ton parcours? Du coup, j'ai fait en troisième année effectivement une spécialisation en mathématiques financières et un master en modélisation mathématique. Du coup, je suis allé ensuite travailler donc chez Murex, une entreprise qui fait des services financiers, et je faisais donc de l'automatisation de la validation de modèles front-end là-bas. Au bout de ces 6 mois, je me suis dit que si je travaillais dans la finance de marché toute ma vie, j'allais pas être très heureux de l'impact général que j'allais avoir sur le monde, on va dire. Donc, je suis allé à l'ENSAE Paris Tech pour me réorienter en data science. Donc, j'ai fait 1 an là-bas de master, quoi. Et ensuite, je me suis intéressé plus précisément au secteur de l'énergie. Et comme Engie porte les valeurs de transition énergétique, transition zéro carbone, et ça me parlait beaucoup plus en termes d'impact, j'ai postulé là-bas en stage de fin d'études et j'y suis depuis. Birama, quand on a préparé cette émission, tu m'avais indiqué que tu étais un passionné depuis ton plus jeune âge par l'IT. Avant qu'on parle de ta formation, justement, quand tu étais gamin, ça se caractérisait comment cette passion? Ça se caractérisait par déjà démonter le premier PC qui m'a été offert en 95. Oh, bravo. C'est fait pour s'en servir, pas pour le démonter. C'est exactement ça, ça me passionnait, je voulais savoir comment ça marchait, je voulais vraiment voir en fait comment le système était configuré. On parle un peu technique, les disques durs, les RAM, comment c'était, tout était branché en fait à l'intérieur du PC. Après, un passionné de jeux vidéo aussi, à mes heures perdues quand j'étais très très jeune. Et du coup, je me suis dit, la voie du futur pour moi, c'est l'IT. Donc, tu vas nous parler de ta formation en ingénierie système et réseau. C'était quoi justement ton parcours avant d'intégrer le groupe Engie? J'ai toujours évolué dans l'IT, clairement. J'ai fait un bac S et après le bac S, je suis rentré directement en prépa. 2 ans de prépa et puis 3 ans d'école d'ingénieur, tous orientés autour de l'IT, clairement. Système réseau, pourquoi? Parce que c'était la gestion des flux, comment les flux fonctionnaient, comment on pouvait créer des zones démilitarisées, comment ça fonctionnait, tout ça. C'était des choses qui me passionnaient vraiment. Donc du coup, je me suis orienté vers l'ingénierie
ingénierie système et réseau. Et puis après, j'ai commencé par du consulting, clairement. 10 ans de conseil au sein de Devoteam, 3 ans et demi et 7 ans au sein d'Accenture. Et puis, j'ai eu un appel d'Engie. J'ai discuté avec Engie. J'ai vu la diversité des missions qu'ils avaient à l'interne, la diversité du groupe. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire là. Isabelle, toi, tu es rentrée dans le groupe qui ne s'appelait pas encore Engie, d'EDF, c'est ça? C'était EDF-GDF à l'époque. Ouais. C'était Oui, on me EDF-GDF. regarde avec des yeux tout ronds. Mais non. C'est pas la préhistoire. Faut pas exagérer non plus. Donc, dans la direction dédiée à la vente d'électricité et de gaz aux clients particuliers, tu as ensuite basculé dans l'univers RH, toujours au sein du groupe. Tu as suivi quelle formation, toi, finalement? Alors moi, j'ai un parcours, on va dire, plutôt atypique qui peut surprendre, parce qu'à la base, j'ai pas du tout une formation ni de RH, ni... voilà. J'ai commencé, on va dire, mes études plutôt sur une filière, un diplôme d'espagnol. Et après, je me suis orientée vers plutôt tout ce qui était la branche commerciale, force de vente. Et donc, j'ai occupé plusieurs métiers. J'ai été commerciale itinérante, j'ai été maquilleuse. Ah oui. Voilà, attachée de promotion. J'organisais tout ce qui était les salons, les expositions, Paris et province. Et puis, la circonstance a fait qu'un jour, j'ai postulé à EDF-GDF. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée finalement dans la branche relations clients, sur la partie vente d'électricité aux particuliers. Donc à l'époque, je faisais des visites techniques aussi sur les postes de compteurs électriques. Et après, j'allais vendre des offres de services avec les conseillers techniques. Et pourquoi est-ce qu'on bascule de la relation client au RH? À l'époque, en 99, 98, en fait, c'était la mise en place des plateaux, relations clients, etc. Et donc, c'était pas forcément un domaine dans lequel je voulais rester. Voilà, le réseau interne fonctionne. Et un jour, on m'a appelé pour un poste, tout ce qui avait de plus administratif, en fait, et tout ce que je n'aimais pas, finalement. Et donc, ça m'a forcé à pas y rester très longtemps. C'est comme ça que j'ai réussi à arriver à baigner dans le monde des RH, où je me suis plutôt immergé assez vite. J'ai pris la connaissance de l'ensemble des accords d'entreprise, les conventions collectives, etc. Et puis, je suis parti comme ça. Et puis ça te plaît? Et ça me plaît. Et puis tu es donc la preuve aussi, c'est ça qui est intéressant aussi de t'avoir aussi sur ce plateau, que dans un grand groupe, on peut finalement durer, même évoluer. C'est le cas en tout cas chez Engie. Et la RH que tu es encore mieux placée pour le dire. Oui, tout à fait. On favorise tout ce qui est passerelle. Voilà, on est là pour travailler sur le développement de carrière des collaborateurs, les accompagner sur des projets, éventuellement de reconversion, et puis développer aussi leurs expertises. Chez nous, c'est aussi pouvoir garder nos collaborateurs. Justement, tu parles de développement de carrière, c'est toujours à la responsable RH que je m'adresse. Quelles sont finalement les perspectives d'évolution de carrière quand on intègre le groupe Engie? Un collaborateur, il a plusieurs cordes à son arc, peut évoluer assez rapidement au sein d'Engie IT en interne. Donc parfois, il peut être amené à travailler pour certaines BU et être happé par des clients. Donc là, on partage nos compétences au sein du groupe. Et puis au sein d'Engie IT, c'est aussi des collaborateurs qui pourraient éventuellement partir sur des filiales, sur un cursus un peu plus managérial, ou bien se diversifier sur les compétences IT. J'ai cité tout à l'heure en introduction de l'épisode quelques-uns des métiers qui recrutaient actuellement, mais à votre poste, à chacun, quel type finalement de compétences faut-il avoir pour pouvoir exercer son métier au quotidien? Birama? Moi, je dirais il faut avoir, comme Isabelle le disait, plusieurs cordes dans son arc. Il faut pouvoir s'interfacer avec l'ensemble des interlocuteurs. Il faut avoir des compétences à la fois techniques, des compétences fonctionnelles pour pouvoir discuter avec l'ensemble des métiers, et puis tout ce qui est gestion d'un PNL. Et donc je dirais que c'est principalement, après la partie gestion financière on peut l'apprendre, mais principalement des compétences fonctionnelles, techniques, et surtout savoir s'interfacer avec ces différents interlocuteurs qui changent du tout au tout. On peut parler en fait à la personne qui est très très technique, qui va nous parler de code pendant des heures et des heures, et on peut aussi parler à la personne qui est très très fonctionnelle, qui ne sait absolument pas comment ça se passe en dessous. Et donc du coup, il faut pouvoir en fait comprendre cette personne-là, comprendre ses problématiques et pouvoir discuter avec la partie technique qui délivre. On parlait d'agilité tout à l'heure, là aussi, du coup, c'est l'agilité d'esprit, là. Très, beaucoup d'agilité d'esprit, clairement. Louis, qu'est-ce qu'on attend d'un bon data scientist ? Je dirais 3 choses. D'abord, l'adaptation à des sujets complexes, mais techniquement. Donc, c'est-à-dire savoir coder, s'adapter à des situations exigeantes, qu'elles soient fonctionnelles aussi, parce que, principalement, l'objectif, c'est d'apporter une optimisation dans un processus fonctionnel et opérationnel. Il faut le comprendre pour pouvoir l'optimiser. La deuxième chose, c'est aussi de s'adapter à des nouveaux environnements de travail, des nouveaux outils. Et enfin, je dirais, c'est la communication avec les personnes non techniques. Donc, c'est savoir parler avec des personnes pour leur fournir nos résultats, pour leur apporter
contempler les fruits de notre travail. Si on n'est pas capable de les expliquer et de les décrire, c'est même pas forcément la peine de le faire. Ouais. Isabelle, quelles compétences, pareil, faut-il avoir pour pouvoir exercer la profession de responsable RH au sein d'un grand groupe et puis comme NJ et NJIT? Il faut pouvoir accompagner le changement au sein de sa propre unité, mais aussi suivre les orientations stratégiques du groupe. Donc ça évolue très très vite et surtout dans le domaine de l'IT. Les capacités à rebondir et à pas fuir finalement les enjeux qui évoluent sans cesse. Donc une grande ouverture, je dirais. Il y a un mot qui aura été très à la mode l'année dernière, je le disais rapidement tout à l'heure, c'est le mot résilience. La capacité finalement à s'adapter à une situation nouvelle. Les salariés ont dû faire preuve de résilience avec la Covid, le confinement et donc le télétravail imposé, puis le retour en semi-présentiel avec les contraintes sanitaires auxquelles il faut faire face. Pour les RH, il a fallu trouver donc des organisations dans le travail, peut-être même pour certains se réinventer, en tout cas faire preuve de réactivité, ça c'est sûr. Isabelle, comment ça s'est passé finalement toute cette période chez NJIT? Comment est-ce que vous êtes organisé? Quelle est l'organisation maintenant? Aujourd'hui, c'est-à-dire que le contexte sanitaire a fait qu'effectivement, on a tous basculé à 100% en télétravail comme beaucoup d'entreprises. On va dire chez NJIT, tout le monde s'est adapté quand même très bien et la qualité des services rendus a été, on va dire, optimisée même pendant cette période. L'ensemble des BU du groupe, tout le monde était très très satisfait. Après, il a fallu effectivement accompagner les collaborateurs et les managers. Donc c'était être présent, organiser des réunions via Teams. On remercie d'ailleurs toutes les équipes qui ont travaillé sur le déploiement. Et là, on revient effectivement de manière très progressive sur site. Donc, c'est un peu compliqué de faire de nouveau changer les habitudes. Donc, on est sur un rythme de 2 jours de présence sur site. C'est-à-dire que les collaborateurs choisissent les jours sur lesquels ils veulent revenir? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, oui. On va dire que c'est chacune des lignes de service, chaque manager. Tout le monde est très autonome dans ses activités. Depuis 1 an et demi, tout le monde a fait ses preuves. Donc, voilà. Et là, on va chercher, on va dire, un mode d'organisation parce que forcément, notre mode de travail évolue. Et donc, on va mettre une nouvelle expérimentation en place à partir du 1er octobre, justement, de manière à pérenniser un peu notre mode d'organisation, puisque 100% en télétravail, on ne l'a pas forcément choisi. Et donc, peut-être qu'on rentrera, je pense, sur 2022, après cette phase d'expérimentation, de nouveaux modes d'organisation du travail, sur une négociation de notre accord en vigueur du télétravail. Birama, Louis, comment est-ce que vous l'avez vécu également cette période? Qu'est-ce qui a été peut-être, je sais pas moi, le plus compliqué? Et puis aussi peut-être les moments les plus sympas, Birama? Clairement, je pense que c'était une situation totalement inédite, comme vient de le dire Isabelle. Il a fallu s'adapter du jour au lendemain à ce nouveau mode de travail. Il a fallu s'organiser, avoir de nouvelles habitudes de travail. Comme le disait aussi Isabelle, les ressources humaines ont été d'un support formidable, j'ai trouvé, en nous donnant des tips sur comment gérer cette période-là avec ses collaborateurs, surtout en tant que manager. On doit avoir en fait une certaine cohésion d'équipe. On doit garder les équipes motivées. Chacun étant chez soi, avec les habitudes de chez soi, c'est souvent relativement compliqué parce que quand on avait les 2-3 jours de présence ou même quand on était totalement présent sur site, on se voyait tous les jours. Donc il y avait l'informel aussi qui passait, on gardait les équipes motivées. Et là, à distance, il a fallu quand même, je pense, se mobiliser et puis créer des nouvelles habitudes pour garder cette cohésion et pour garder l'équipe aussi motivée vers l'objectif commun d'NJIT globalement. La période a été particulièrement compliquée en tant que manager, je ne vous le cache pas. Bon, il y a eu aussi des moments agréables où on a pu organiser des pauses café autour d'un Teams pour parler d'autres choses, pour essayer de garder cette dynamique-là qu'on avait en présentiel. C'est comme ça qu'on a petit à petit réussi à instaurer de nouvelles méthodes de travail qui nous permettent de garder ce lien-là qu'on ne doit pas du tout perdre. C'est plus compliqué le management à distance qu'en présentiel? C'est pas la même chose? C'est pas du tout la même chose. Je ne dirais pas plus compliqué, mais je dirais que c'est différent. Et c'est pour cela qu'on avait besoin quand même de l'appui de nos RH avec un certain nombre d'astuces qui nous permettaient de gérer ça au quotidien. Sympa d'entendre ça quand même, parce que les RH effectivement étaient sur le front pour pouvoir inventer entre guillemets une organisation qui convienne à tous. C'est sympa d'avoir ce retour finalement sur investissement qui a été le vôtre. On pense la même chose de nos managers, de l'ensemble des collaborateurs. Voilà, on a tous vécu cette aventure finalement, même si on était très éloignés les uns des autres, on est restés quand même extrêmement soudés. Voilà, c'est ça qui fait la force aussi d'NJIT. Louis, comment est-ce que tu l'as vécu toi cette période? Disons que c'était impromptu, on pouvait pas s'y attendre, c'est tombé comme ça. Donc je trouve qu'au départ, il y avait un sentiment un petit peu d'excitation parce que c'était une période un peu historique. Il y avait un chamboulement généralisé qui touchait l'ensemble des personnes. Donc je sais pas, moi j'ai pas vécu ça comme étant vraiment problématique et surtout comme le disaient Birama et Isabelle aussi, on a eu un gros support de nos managers, un gros soutien au tout départ.
Donc effectivement, les habitudes changent. Bon, moi, je continue à coder sur mon ordinateur et puis à échanger avec mes différents collaborateurs sur les projets via Teams. Donc il y a eu un chamboulement, ça c'est certain. Et la période ensuite a un peu duré. Le deuxième confinement là a été plus long, plus difficile. Ce sentiment d'excitation, de moments historiques, disons, était complètement retombé. Et là, c'était, je dirais, un peu moins facile au quotidien de maintenir les relations. Notamment, on a vu partir des gens de notre projet avec qui on travaille depuis 1 an et demi. On les a vus, on a fait un apéro sur Teams. Puis après, on les a plus jamais revus parce qu'ils sont partis, ils sont juste partis du projet. Ça, c'était des moments un petit peu moins agréables, évidemment, parce que chez NGIT, on est vraiment attaché à la cohésion, à la bienveillance et puis à la cohésion de l'équipe. Ça, c'était des moments un peu plus difficiles. Puis après, moi, personnellement, je suis rentré chez mes parents un petit peu, donc c'était assez agréable à 25 ans de les voir comme ça. Et puis maintenant, je dirais que la nouvelle politique dont parlait Isabelle est vraiment agréable. On peut retourner sur site 2 à 3 fois par semaine. On revoit nos équipes, on revoit l'ensemble de nos collaborateurs avec qui on a l'habitude de travailler au quotidien et c'est vraiment agréable. Donc là maintenant, le retour sur site fait du bien. Pour le manager aussi que tu es, Birama, le retour sur site est agréable? Clairement, moi je suis un partisan du contact humain. Je pense qu'on fait avant tout un travail d'homme. Effectivement, même si c'est très digitalisé, c'est très orienté technique, nouvelle technologie, je pense que rien ne remplace le contact humain. Et voir les équipes au quotidien, pouvoir échanger avec eux autour d'un bon café ou après une journée de travail, prendre l'apéro avec eux, c'est des moments qu'on partage avec nos équipes où on a aussi la possibilité de capter des informations un peu informelles ou de donner des informations informelles aussi aux équipes. Et je pense que ça, c'est vraiment le moteur de fonctionnement de toutes les entreprises ou de toute organisation. Cette cohésion-là, il est essentiel de l'avoir et le présentiel nous permet à nouveau d'avoir ces échanges-là. Comment est-ce que tous les trois, finalement, à vos postes respectifs, vous décririez l'ambiance de travail, Birama, puisque tu avais la parole? L'ambiance de travail, très honnêtement, depuis 3 ans et demi, je suis chez NGIT. Il y a de l'exigence, mais je dirais de l'exigence bienveillante. On a quand même des exigences vis-à-vis de nos clients. On a une qualité de service à assurer, vu qu'on est l'entité informatique du groupe. Mais cela dit, vis-à-vis de nos collaborateurs, on les aide en fait à atteindre ces objectifs-là et à maintenir cette qualité de delivery, comme Isabelle le disait, durant la période de Covid, qui a fait toutes ses preuves, où on a vu la qualité de travail fournie par l'ensemble de nos collaborateurs. Tout ceci dans une bonne ambiance bienveillante pour l'ensemble des collaborateurs d'NGIT. Louis, qu'est-ce que tu dirais de l'ambiance de travail? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Birama. Ce qui est intéressant, c'est NGIT et chez Data Solutions, dans le centre d'excellence data, c'est qu'il y a une exigence intellectuelle et une exigence de performance qui est présente. Et ça, c'est agréable au quotidien, parce que sinon, ça peut être un peu plus ennuyeux, mais là, il y a vraiment cette exigence-là qui est présente. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a une superbe ambiance au travail. Il y a de la bienveillance, une super cohésion, des collègues qui deviennent petit à petit des amis. Ça, c'est vraiment important, je pense, au travail, et c'est vraiment une des principales raisons pour lesquelles je suis resté après mon stage chez NJ. C'est parce que chez NJIT, plus précisément, c'est parce qu'il y a ce mix entre exigence du travail, intérêt aussi pour l'activité qu'on fait, et puis une super cohésion, une super ambiance. Isabelle, comment est-ce que tu décrirais, toi, de ton côté, l'ambiance de travail? Moi, ça fait bientôt 7 ans que je suis au sein de NJIT. Et le plus beau cadeau, on va dire, pour un service RH, c'est d'entendre les témoignages de tous les collaborateurs. C'est le bien-être, c'est la bienveillance, c'est délivrer de la performance. Finalement, le temps passe vite quand on est bien dans une entreprise. Alors, le groupe NJ se revendique comme le leader de la transition énergétique. À votre niveau, à votre poste, chez NJIT, dans quelle mesure, finalement, vous intervenez tous les trois aussi en faveur de la transition énergétique, Louis? Comme tu le disais, NJ vraiment porte cette transition énergétique en tant que leader mondial dans ce domaine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis en tout cas que je suis arrivé, après moi j'ai une ancienneté relative, depuis 2 ans et demi, je peux me permettre ma parole fait pas forcément foi, mais que l'ensemble des projets auxquels j'ai participé sont quand même teintés de cette transition zéro carbone. Et donc à l'échelle d'NGIT Data Solutions, en tant que data scientist et porteur de projet data, on a la capacité de pouvoir proposer des innovations autour de ce sujet, donc de la réduction de l'empreinte carbone, de la transition énergétique, et ces innovations sont en général entendues et supportées par notre management. Pour vous donner un exemple, on travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle My Green Settings. On travaille avec les data scientists de mon équipe, et on récupère l'ensemble des informations des postes Keynote, et on vise à récupérer les informations de ces postes, donc en consommation énergétique et en température, et on va automatiquement changer les réglages de ces postes pour optimiser le paramétrage, réduire la consommation énergétique,
réduire la température, donc allonger le niveau de vie, et donc à l'échelle d'un parc Skynote de 40-50 000 postes, avoir un impact très intense sur la consommation et donc sur la réduction de l'empreinte carbone du parc Skynote. Et ça, c'est une innovation qu'on a pu porter, qui a été soutenue par notre management, et ils nous ont délivré un budget. Alors, je suis pas comme Birama à gérer un PNL, mais on a un petit budget qui est alloué. Et ça, c'est la preuve que chez Engie, IT et plus largement chez Engie, la transition énergétique est supportée. À chaque niveau, on peut proposer des sujets innovants qui ont un réel impact, et ça, c'est vraiment galvanisant au quotidien. Alors justement, Birama, à ton niveau, au niveau de tes fonctions aussi, comment est-ce que toi, tu peux agir comme ça en faveur de la transition énergétique ? Mais déjà, moi, je gère 2 plateformes qui sont orientées digitalisation de processus. Et donc, du coup, quand on prend, par exemple, les fonctions RH, on a eu la possibilité de digitaliser, je donne un exemple, un processus de demande d'attestation de travail qui, avant, il fallait l'écrire, rédiger sa demande, l'envoyer par la poste, et puis après, attendre probablement 1 à 2 semaines pour recevoir sa réponse. Et on a digitalisé tout ça, et aujourd'hui, via 2 clics, on l'a en moins de 10 secondes. Et donc, du coup, on réduit l'empreinte carbone parce qu'on évite d'utiliser du papier, on évite aussi d'aller à la poste, d'envoyer le courrier qui utilise après les moyens de transport pour arriver aux fonctions RH. Et maintenant, il y a 2 clics, on a la capacité de digitaliser tout ça. Mon travail, c'est au quotidien de digitaliser des processus qui se faisaient manuellement ou qui se faisaient via des moyens consommateurs de carbone, clairement. Au quotidien, on s'applique à réduire l'empreinte carbone de tous les besoins IT, en fait. Et donc, je sais que le mot à la mode aujourd'hui, c'est Sustainability IT. On le fait au quotidien, au travers de nos postes de travail, au travers de nos mails, où on s'efforce de minimiser le nombre de mails échangés. Et les pièces jointes ? Et les pièces jointes, j'allais y venir. C'est vraiment un effort de tous les jours, non seulement au travers des projets qu'on mène à l'intérieur du groupe, mais aussi on se l'applique personnellement. C'est l'une des raisons aussi qui motive et qui donne envie de rejoindre Engie, qui s'inscrit clairement dans cette trajectoire-là. Isabelle, pareil, à ton niveau, au niveau des RH, comment est-ce que vous agissez à votre niveau, au niveau de la transition énergétique ? Je dirais qu'on participe aussi. Nous, on essaie également, avec l'ensemble des partenaires sociaux, également, de recueillir l'ensemble de l'adhésion des collaborateurs. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites aussi avec l'équipe innovation, de mettre en place finalement des ateliers avec tout type de collaborateurs, de participants finalement pour réfléchir justement à pouvoir réduire notre empreinte carbone. Donc ça allait sur effectivement l'allongement de vie de notre matériel informatique, maîtriser les mails. C'est aussi chacun finalement s'engager individuellement et personnellement aussi dans notre vie de tous les jours. C'est aussi des petits films de sensibilisation qui sont envoyés. On a aussi une politique de déplacement. On favorise pas les déplacements en avion, plutôt en train. On se déplace maintenant uniquement quand on en a vraiment besoin. Voilà, donc ça mis bout à bout, tout le monde contribue très activement finalement à réduire notre empreinte. Et cette question, je la pose finalement à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner ici dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour vous exactement, Act with Engie ? Act with Engie, je crois que c'est finalement le reflet de tout ce qu'on a dit avant. C'est vraiment être acteur à la fois de sa carrière, de la réduction de l'empreinte carbone, de la bienveillance de l'ensemble des collaborateurs et que tout le monde au sein du groupe se sente bien. Louis ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Isabelle. Moi, je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique et dans cette stratégie zéro carbone, et pour ma part aussi data-driven. Parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je pense que c'est agir à l'échelle personnelle et professionnelle dans la réduction de l'empreinte carbone. Et Engie, via donc, ce qu'on vient de dire sur son engagement dans la transition énergétique et son statut de leader dans la transition zéro carbone, permet de faire tout ça. Donc c'est agir dans ce sens. Birama ? 2 aspects. Engie vis-à-vis de ses clients, fournir des solutions énergétiques très très performantes qui permettent de réduire l'empreinte carbone, non seulement vis-à-vis de la consommation de gaz, de la consommation électrique, etc. C'est continuer à fournir des solutions performantes qui puissent consommer de l'énergie verte, clairement. Et en interne, Act with Engie, comme Isabelle et lui l'ont dit, c'est s'appliquer ces concepts à nous-mêmes déjà, au niveau de notre empreinte énergétique au sein d'Engie. Au-delà de ça, c'est tout ce qui est bienveillance en interne, tout ce qui est cette exigence de délivrer de la performance au quotidien. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau.
Merci. Merci Merci beaucoup. à vous. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NJ et sa filiale NJIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobauppluriel.nj.com. Ça s'appelle Inside NJIT, à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion podcast sur jobradio.fr. À très vite pour un nouvel épisode. Job Radio vous a présenté Inside NJIT, à la découverte de votre futur métier.